Oui, merci. Merci beaucoup, Flora. Alors, moi, je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, la semaine dernière, en fait, au premier atelier. Nous, le groupe 3737, je vais partager mon écran, c'est correct, Oui, Flora? oui, bien sûr, oui. Parfait. Alors, ici, partager. Voilà, donc là, vous voyez mon écran. Je vais le mettre Euh, en présentation. oui, c'est Est-ce parfait, oui, Ouais, c'est bon. oui. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, l'atelier d'aujourd'hui, ça va être comment bien choisir la forme juridique de l'entreprise au Québec. Donc là, je vais vraiment rester au niveau du Québec et du Canada. Dans les autres pays, ça, par contre, il va falloir se renseigner auprès des autorités locales, crédibles de là où vous vous trouvez. Donc, brièvement, c'est quoi le groupe 3737? Le groupe 3737, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs de la diversité et bien sûr de la communauté noire à prospérer. Donc, comment? Avec leur projet d'entreprise. Donc, si vous avez une idée d'entreprise, un projet, vous ne savez pas comment faire, venez voir le groupe 3737 et nous, ça nous fera plaisir de vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Alors nous, on existe depuis 2012 et là maintenant, on a une présence plutôt nationale. Donc on est dans 5 provinces du Canada et on offre des programmes que vous voyez ici. Donc on a à peu près 8 programmes. Ce que je vous inviterai à faire, si vous êtes vraiment intéressé par les programmes, c'est d'aller sur notre site web, groupe3737.com et de aller vraiment en détail sur les différents programmes. Sinon, la semaine dernière, avec Flora, on est quand même, on a quand même expliqué beaucoup plus en détail les différents programmes. Donc, n'hésitez pas à aller voir soit l'atelier de la semaine dernière ou alors directement sur notre site web pour vraiment regarder qu'est-ce qu'on offre en plus en détail parce que là, aujourd'hui, le thème, c'est pas vraiment l'offre parce qu'on a déjà expliqué la semaine dernière. Donc, juste pour rappeler que la mission du groupe 3737, c'est vraiment de créer de la richesse pour et par la diversité ethnoculturelle. OK? Donc, qui je suis moi? Moi, ben, je m'appelle Swafia Hassani. Je suis conseillère en entrepreneuriat pour le groupe 3737 et je suis aussi la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Les Soins de Ménéa, avec laquelle j'ai créé une marque de soins corporels qui s'appelle Ménéa. Donc là, je suis vraiment aujourd'hui ici avec ces deux casquettes-là pour vous partager mon expérience par rapport à ces deux rôles que j'ai. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, c'est vraiment ben, comment choisir la forme juridique de l'entreprise et pourquoi c'est si important. Donc, pourquoi c'est important? Justement parce que ça va impliquer des responsabilités au niveau légal, donc au niveau légal, fiscal et aussi par rapport à vos objectifs. Donc, il faut vraiment prendre tous ces paramètres en considération avant de choisir la forme juridique de notre entreprise au Québec. Donc ici, il y a écrit au Québec le REQ. Le REQ, c'est quoi? C'est le registraire des entreprises du Québec impose l'immatriculation selon la structure. Ça veut dire que une fois que vous aurez enregistré votre entreprise au Québec, donc avec le registre des entrepreneurs du Québec, vous allez obtenir un NEQ, ça veut dire un numéro d'entreprise du Québec qui va refléter sous quelle forme juridique votre entreprise est. Donc, c'est très important. Ce numéro d'entreprise du Québec, il est aussi unique. Donc, personne ne peut avoir le même que le vôtre. OK? Donc, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer quelles sont ces formes juridiques et vous, eh ben, vous allez justement faire une projection sur vos ambitions et regarder lequel ou laquelle, bien sûr, est le plus adapté. Une petite parenthèse aussi. Bon, Oui, aujourd'hui,
tel que Sophia, elle vient de le présenter, ça, c'est vraiment pour des entrepreneurs qui sont situés au Québec, parce que vous savez que le Canada, c'est un grand pays et chaque province a ses propres lois. Donc, Exactement. pour les entrepreneurs qui sont situés dans la province du Québec, le REC ben, constitue vraiment euh, Ouais. donc, mais je sais pas si mais si tu veux continuer là. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Flora. C'est juste pour dire effectivement que ben, le Canada, c'est quand même un pays fédéral, donc chaque province a effectivement sa juridiction, des spécificités et tout. Donc moi, je parle vraiment au niveau du Québec. Et c'est vrai que certaines formes sont appliquées dans d'autres provinces, c'est clair, mais voilà, elle a bien fait de préciser. Parfait. Merci. Donc, quelles sont les formes principales des formes juridiques principales? Donc, en fait, j'ai scindé ça en deux catégories. La première catégorie, c'est les entreprises à but lucratif et on verra dans la deuxième slide les entreprises à but non lucratif. Donc, dans les entreprises à but lucratif, j'en ai sélectionné trois principales parce que c'est celles qui sont le plus communs, qui sont le plus choisies. Donc, la première, c'est l'entreprise individuelle. Entreprise individuelle ou ce qu'on dit communément travailleur autonome, c'est quoi? En fait, c'est justement vous qui créez une entreprise, mais il n'y a pas de séparation entre vous et votre activité entrepreneuriale. Donc, vous deux, vous êtes en fait la même personne. OK? Et ça a également aussi des conséquences au niveau juridique. Donc, c'est-à-dire que vous êtes responsable de votre entreprise à la même importance que vous-même quand vous faites des actes, peu importe les actes que vous faites, vous êtes responsable de vous-même. Donc, c'est l'entreprise individuelle et vous-même formez la même personne. C'est ce que l'on appelle les travailleurs autonomes. Ensuite, on a la société en nom collectif. Ça, c'est quoi? Ça, en fait, c'est plusieurs entreprises qui se mettent ensemble pour créer une société. Exemple, je donne un exemple. Par exemple, un cabinet d'avocats. On peut avoir dans un cabinet d'avocats, donc chaque avocat a ses clients, a ses activités, mais ils vont se mettre ensemble sous un cabinet pour pouvoir partager les frais. Exemple, le loyer du bureau, les charges qui sont inhérentes à ça, peut-être la secrétaire. Donc, ils vont partager les responsabilités et les charges du cabinet, mais les activités qu'ils font, donc les activités qui leur apportent une rémunération donc via leurs clients, ça c'est à eux. Ils vont pas partager ça. Vous comprenez? Ils partagent pas les gains, ils partagent les charges. On va dire ça comme ça. Donc ça, c'est société en nom collectif. Ensuite, on a la société par action, que l'on dit aussi des fois une société incorporée. Donc ça, en fait, c'est la forme juridique qui va vous permettre justement de vous séparer de l'entreprise que vous créez. Donc ça, la société par action va être une personne à part entière, une personne morale à part entière. OK? Et, euh, et donc, vous allez souvent voir Inc. Dans les noms des entreprises. Et à la fin, on voit le Inc. Inc, c'est pour incorporer. OK? Souvent, les grandes sociétés sont incorporées. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire venir des actionnaires, des investisseurs dans leur entreprise. Souvent, vous allez entendre, ah ben, il est minoritaire dans sa propre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, dans le 100% des actions, lui, ben, il en a moins que 50%. Et le reste, ben, il l'a cédé à d'autres actionnaires. Ça peut être des investisseurs, ça peut être, je sais pas, c'est à lui de choisir, ça peut être des membres de sa famille, peu importe, mais il les a cédés à d'autres personnes, ce qui fait que l'entrepreneur fondateur peut devenir minoritaire. À contrario, j'arrive pas à parler, il peut aussi être majoritaire. Hein, il peut choisir de garder 100% de ses actions. Donc là, on va dire que c'est le principal actionnaire.
On peut aussi dire c'est l'actionnaire majoritaire. Donc là, ben, ça veut dire qu'il a quand même cédé des parts, mais il est toujours au-dessus des 50% des actions de son entreprise. Ensuite, Super. on a les autres formes, c'est-à-dire pour les entreprises à but non lucratif. Donc, entreprises à but non lucratif ou organismes à but non lucratif, OBNL, ce sont des structures, comme on dit, collectives. Ça veut dire que à partir du moment où vous créez une entreprise ou un organisme à but non lucratif, considérez que celle-ci appartient à la société. Donc, il y a une structure, il y a un fonctionnement qui est différent que dans les entreprises à but lucratif qu'on a regardé tantôt. Déjà, dans le cas d'une entreprise, d'un organisme à but non lucratif, pour créer la structure, il faut un minimum de 3 administrateurs. Donc, bien choisir ces administrateurs avec lesquels on va créer cette entreprise qui va avoir un impact social, un impact au niveau de la société. OK? Très, très important. La coopérative, ça a à peu près le même fonctionnement, mais dans ce cas-là, en fait, les membres deviennent comme propriétaires de la coopérative. Donc, chaque membre, comment dire, oui, chaque membre a une part de l'organisme, mais comme toujours, comme je le dis, c'est souvent pour avoir un impact social. OK? C'est pas, oui, on peut faire des profits, mais c'est surtout parce qu'il y a un volet qu'on veut impacter la société. OK? De manière dans l'économie sociale, ou que c'est au niveau ça peut être au niveau des jeunes, ça peut être, il y a tellement de missions. OK? Donc ça, comme c'est écrit en bas en plus, c'est vraiment utile pour les projets communautaires ou d'économie sociale. En fait, je n'avais pas lu, mais c'est bien écrit. OK? Donc ça, c'est les quatre, 5 formes principales pour créer son entreprise. Comme vous le voyez, je dis bien selon le choix que vous faites, la manière de créer l'entreprise est aussi différente. D'autres, ça va être très facile avec le registre des entreprises du Québec. Et d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Peut-être même que vous aurez besoin de quelqu'un qui vous accompagne. Ça peut être un avocat d'affaires ou ça peut même être quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Maintenant, j'ai fait ici, c'est un tableau qui vraiment va résumer les différentes formes de formes juridiques, les principales bien sûr, et qui montre aussi les avantages et les inconvénients selon la forme que vous allez choisir, la forme juridique que vous allez choisir. Donc, si on prend l'entreprise individuelle, effectivement, c'est très facile de créer une entreprise individuelle et ça coûte pas très cher, voire pas du tout cher. C'est à peu près un peu moins de $50. OK? Par contre, les responsabilités, elles sont illimitées. C'est-à-dire que vous et l'entreprise, c'est la même chose. OK? Ensuite, au niveau fiscal, les revenus que vous faites avec votre entreprise et les revenus que vous faites, par exemple, avec un emploi, vont être imposés de la même manière. Donc, on considère que c'est une déclaration de revenus personnels. OK? Ensuite, quand on passe à la société en nom collectif, comme vous vous souvenez, j'ai donné le cas du cabinet d'avocats, mais ça peut être aussi un cabinet de dentiste, ça peut être plein de professions libérales où ils se mettent ensemble. Donc là, effectivement, les avantages, c'est quoi? C'est le partage des charges, hein, comme j'ai expliqué tantôt. Mais en même temps, ben, ils partagent aussi les risques. Et vu que c'est des entrepreneurs ou des professions libérales qui se mettent ensemble, ben, c'est sûr que ça peut aussi créer des accords par moment. Je dis pas tout le temps, mais par moment. Et bien sûr, vu que chacun a ses clients, comme j'ai expliqué tantôt,
ben, chacun va déclarer sa part de revenus. Ensuite, pour la société par action, donc ce qu'on appelle aussi incorporé, là, ça coûte un peu plus cher quand même de créer son entreprise par action, son incorporation, ça coûte un peu plus cher, mais au niveau fiscal, ça peut être intéressant pour les petites et moyennes entreprises parce que le taux d'imposition, il est un peu moins important que lorsque c'est une entreprise individuelle. Pourquoi? Parce qu'on considère que une société par action, donc une entreprise incorporée, emploie ou va employer des personnes. Donc, elle a plus de charges et de responsabilités. Alors, le niveau d'imposition, il est un peu moins important. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Limite, oui. Aussi, limiter aux apports des actionnaires. Oui, bien sûr. Ben, les responsabilités, ça va dépendre du nombre d'actionnaires qu'il y a dans l'entreprise. Si vous êtes seul, ben, c'est sûr que tout va vous incomber. Si vous êtes avec d'autres personnes, les responsabilités sont partagées. Et j'encourage les gens qui veulent qui veulent créer une société par action avec d'autres personnes, d'autres actionnaires, je vous encourage fortement à faire une convention d'actionnaires. Une convention d'actionnaires, c'est quoi? C'est comme un contrat. Même c'est un contrat. C'est un contrat d'actionnaire qui va expliquer tout, tout le fonctionnement, comment vous allez prendre les décisions, qu'est-ce que vous faites si vous êtes en désaccord et qu'est-ce que vous faites s'il y a un des actionnaires qui décide, par exemple, de partir. Des conditions aussi par rapport aux ventes des actions. Donc, tout doit être stipulé, tout doit être expliqué dans cette convention pour qu'il n'y ait pas justement de malentendus au moment opportun. OK? Ensuite, au niveau des organismes à but non lucratif, là, comme j'expliquais tantôt, c'est important d'avoir un minimum de 3 administrateurs. Vous pouvez aller jusqu'à 7, je crois, mais si vous en avez 3 ou on va dire 5, c'est déjà très bien. Pourquoi? Parce que toutes les décisions que vous allez prendre pour l'organisme doivent être prises dans le conseil d'administration. Alors, ben, plus il y a de gens qui votent, mieux c'est en fait. Donc, si vous êtes 3, ça va limiter très vite le choix. Alors que si vous êtes 5, voire 7, ben, vous comprendrez que le vote va être plus judicieux. Ensuite, au niveau fiscalité, vous pouvez être aussi exonéré d'impôts sur les revenus parce qu'on considère que l'organisme à but non lucratif, comme je l'ai dit tantôt, ça a un impact communautaire, ça a un impact au niveau de la société. Par contre, l'inconvénient, c'est que il n'y a pas vraiment de bénéfices qui vont être distribués au sein des administrateurs. Ça marche pas comme ça. OK? Donc, il y a une gestion il y a un fonctionnement des OBNL qui est extrêmement cadré. Donc, il faudra vraiment suivre le fonctionnement, comment ça fonctionne. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ça. Ouais, j'ai fait le tour pour ça. Donc, je vais arrêter mon partage. Et bien sûr, je suis ouverte à toutes les questions.